Philippe Hermy, donc à mes côtés en plateau. Vous êtes spécialiste du marché des changes, Philippe. Commençons peut-être avec le dollar. Enfin, au regard des événements qu'on a vécus cette semaine, ça paraît déjà loin, mais souvenons-nous, lundi, choc sur les cours du pétrole. Lundi jusqu'à aujourd'hui, des désordres et des secousses importantes sur les marchés monétaires américains. On pourra en dire un mot spécifiquement, mais c'est vrai qu'on n'avait plus vu ça depuis peut-être plus de 10 ans avec des interventions musclées de la Fed pour tenter de ramener le calme sur ces marchés monétaires, ces marchés interbancaires. Une décision de la Fed qui baisse les taux à nouveau de 25 points de base. Et au milieu de tout ça, le dollar n'a pas bougé d'un iota. Oui, il y a plein d'éléments qui sont un peu en sens contradictoire. Bon, si on regarde d'un point de vue des taux d'intérêt, ce qu'on a remarqué avec le FOMC, c'est qu'il y a une dispersion des anticipations des 17 membres donc, qui ont voté. On voit bien que si on prend le taux médian pour 2019, on reste donc avec des taux inchangés, et en 2020 aussi. On voit qu'il y en a qui voulaient que les taux, voient les taux, il y en a 5 qui voient les taux entre 2 et 2,25 à la fin de l'année, donc ça veut dire qu'ils remonteraient. Il y en a 5 qui les voient entre 1,75 et 2, donc ce qui a été décidé donc mercredi dernier, et on en a 7 qui voient les taux donc entre 1,50 et 1,75. Donc la médiane nous dit statu quo jusqu'à fin 2020, mais quand on regarde justement les projections de chacun des membres, il y a une dispersion très importante et une division, on peut le dire, du Conseil des gouverneurs de la Fed. Comme disait, alors on s'aperçoit que c'est la première fois depuis 2016 qu'il y a 3 dissidents, et depuis 2013 qu'on a des dissidents en sens opposé. Un en faveur, Boulard, là, qui vient de parler tout à l'heure, en faveur de la baisse des taux, et Esther, George et Rosengren qui sont en faveur d'une hausse. D'ailleurs, donc Boulard vient de parler, Rosengren, il va parler tout à l'heure. Il a parlé, il est en train de s'exprimer, ou c'est peut-être son discours qui a été publié, parce qu'il parle, je crois, effectivement en fin d'après-midi. Voilà. On a d'un côté James Bullard qui dit, moi je voulais une baisse de 50 points de base directement cette semaine parce que je crains la récession aux États-Unis. Et leur discours complètement inverse d'Eric Rosengren, le patron de la Fed de Boston, qui dit, qui lui a voté pour un statu quo sur la dernière réunion et qui anticiperait peut-être une hausse de taux d'ici la fin de l'année. Eric Rosengren, Fed de Boston, qui estime que l'économie américaine n'a pas besoin de stimulus monétaire supplémentaire. Oui, alors il faut rappeler ce qu'avait dit déjà Jackson Hole, Powell. Il avait annoncé que c'était un ajustement de milieu de cycle, et donc, du point de vue des marchés, cette dispersion, ce non-consensus, je dirais, apparaît évidemment comme effectivement un ajustement de milieu de cycle et non pas un prélude à plusieurs baisses de taux. Donc, si on réfléchit comme ça, c'est en faveur d'une hausse du dollar, puisque le taux d'intérêt en dollars va rester globalement plus élevé que le taux d'intérêt en euros. Et puis après, quand on regarde, c'est vrai que l'économie américaine va quand même mieux que l'économie européenne et surtout allemande. Il y a eu des chiffres, le secteur manufacturier qui baisse, mais il y a eu le secteur des services qui a monté. On a les consommateurs qui sont pour l'instant pas vraiment impactés par la hausse des droits de douane, puisque de toute façon Trump a décalé donc l'application des droits de douane sur les biens de consommation, ce qui reste, je dirais, à imposer. Donc on le voit à l'université du Michigan qui fait un sondage, est sorti meilleur la dernière fois. Globalement, même les surprises économiques sont bien meilleures aux États-Unis depuis quelques temps. L'économie ralentit. On voit que les FactSet a annoncé que ça fait le deuxième trimestre qu'on a des revenus des entreprises qui baissent, mais on voit profits même, des profits des entreprises. Oui, qui baissent, mais on voit même les créations d'emplois qui baissent, mais on est encore en création et à un niveau qui est encore supérieur à un niveau qui empêcherait le taux de chômage de remonter. Donc on est quand même dans une situation meilleure, parce qu'on voit côté Allemagne, le gros problème de l'Allemagne, donc elle est beaucoup plus ouverte, l'Europe est beaucoup plus ouverte sur le monde extérieur, c'est 50% du PIB qui est sur les exportations, et le problème, donc c'est ce qu'on disait, c'est qu'elle est touchée énormément par les droits de douane entre la Chine et l'Amérique. Elle est doublement touchée, puisqu'elle vend des voitures aux Chinois qui sont fabriquées aux États-Unis, donc
qui subissent la taxe. En plus, Trump menace de taxer les automobiles européennes, donc là, ça serait, je dirais, la totale. Donc dans le match dollar-euro, vous dites, c'est compréhensible que le dollar reste à ce niveau-là, sur ce niveau de fermeté aujourd'hui. À long terme, entre les différences de croissance, les risques qui pèsent plus sur l'Europe que sur l'Amérique, on peut penser que le dollar devrait monter, l'euro devrait baisser. Ouais. Hein, donc il y a ça qui joue. Après, on a des phénomènes à court terme qui sont en place. Hein. Bon, là, on a parlé des problèmes de tension sur le marché monétaire américain. Ouais. Donc, dans un premier temps, alors ça, c'est un phénomène qui arrive assez régulièrement, mais pas de façon aussi intense en fin d'année, hein, puisqu'on recherche du dollar. Le dollar se fait rare, et quand le dollar devient très rare, quand on peut plus l'emprunter, on finit par l'acheter. Ouais. Donc le dollar il monte, l'eurodoll il baisse. Donc ça se voit en général les tout derniers jours de l'année. Ouais. Là, pourquoi c'est arrivé maintenant? Il y a une série de facteurs conjoncturels et structurels. Donc structurel d'abord, il y a la Fed. Il ne faut pas oublier qu'elle a baissé son bilan depuis 2017. Il est passé de 2 milliards 300 millions. 2000 milliards 2300 milliards. Oui, c'est ça. À 1400 milliards. Ouais. Il a été réduit de 700 milliards. Ouais. D'un autre côté, on a aussi le Trésor américain qui, depuis début août, va donc réémettre 800 milliards. Donc, comme j'avais dit la dernière fois sur le plateau, une émission, ça veut dire des investisseurs institutionnels donnent de l'argent donc à l'État, et donc la masse monétaire en circulation auprès des agents économiques diminue. Ouais. Hein, c'est un assèchement du dollar. Voilà, hein, et on le voit, ce qui se passe actuellement, comment ça marche. En réalité, le Trésor émet, il y a des primary dealers, donc c'est des banques qui sont accréditées pour des grossistes, qui sont accrédités pour revendre donc, aux institutionnels donc les obligations. Ils sont short de 20 milliards de dollars. Ils n'arrivent pas, ils n'ont pas assez de cash. Hein, tellement il y a d'émissions d'obligations par le Trésor américain, ils n'ont pas assez de cash pour les payer. Et ils sont obligés, hein, c'est dans leur contrat, ils sont obligés de les payer. Donc, il y a globalement ça qui joue. Après, il y a d'autres phénomènes plus, je dirais, conjoncturels. Il y a des taxes. Les entreprises doivent payer des taxes au 15 septembre. Et donc, elles ont réduit leurs encours dans les mutual funds à hauteur de 35 milliards. Ouais. Et voilà, il y a les banques aussi. Ma question quand même là-dessus, est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce que c'est un phénomène qui peut se propager à d'autres marchés, créer des crispations? Parce que là on parle quand même c'est de la plomberie, hein, c'est ce qu'on a expliqué toute la semaine, mais on est quand même au cœur de la plomberie du système financier, donc il ne faudrait pas que ça lâche. Alors la Fed est en intervention depuis le début de la semaine, est-ce que c'est suffisant, ou est-ce qu'il y a un risque de tension dans des nœuds du système qui sont des nœuds quand même très très importants? Alors c'est le 4e jour, là elle a pris le marché, je dirais, elle a anticipé, elle l'a annoncé dès hier soir qu'elle allait aussi donc proposer ce qu'on appelle une repo facility. Oui, donc ils injectent 75 milliards. Voilà. Donc on voit qu'il y a un peu plus de demande. Hein, elle injecte 75, il y a environ 80 milliards. Donc on voit que la demande n'est pas hyper excédentaire par rapport à ce qu'elle injecte. Ouais. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a un problème dans le système du marché monétaire, donc du mécanisme de politique monétaire de la Fed, et donc on pressent que sur le prochain FOMC, ils doivent annoncer ce qu'on appelle une standing repo facility, c'est-à-dire une facilité de prêt à disposition permanente, et pour éviter ce genre de problème. Pour venir se substituer au marché monétaire d'une certaine manière. Il y a un guichet permanent qui sera ouvert par la Fed sans doute pour permettre d'abreuver ceux qui ont besoin de liquidités en dollars à court terme puissent venir se servir à ce guichet-là. Voilà, d'absorber les chocs. Alors on voit qu'est-ce qui s'est passé mardi quand c'est arrivé, l'eurodoll a baissé. Hein, puisque, comme je vous disais, quand on ne peut plus emprunter le dollar, on l'achète. Après, dès qu'elle a annoncé donc, une facilité de prêt d'urgence, l'euro a remonté. Ouais. Hein, puisque, en fait, abondance de dollars. Donc, je dirais que ce qui est abondant n'est pas cher. Le dollar baisse, l'euro monte. Là, ce qu'on voit depuis les nouvelles facilités qu'elle accorde, l'eurodoll ne bouge plus. Donc, le marché ne s'en préoccupe plus. Mais je dirais la plomberie doit être réparée. Voilà, non, mais la plomberie, ça peut être important quand même. Voilà. Mais bon, vous n'avez pas un niveau... Parce que encore une fois, on l'a raconté, hein, la dernière fois que la Fed a mis un pied dans ses marchés monétaires pour injecter, pour mettre de l'huile dans les rouages,
C'était en septembre 2008, après le choc de Lehman, où là on était un choc de défiance massif entre intervenants et institutions bancaires. C'est pas le sujet aujourd'hui, vous dites, Philippe. Oui, oui. Mais bon, je pense que le marché ne s'inquiète pas outre mesure. Non, c'est vrai. Ça a été assez bien circonscrit. Voilà. On a la Fed qui a un problème avec son marché monétaire, et de l'autre côté, si on revient à la zone euro, on avait, alors c'était intéressant de noter, opération technique de prêt à long terme aux banques. Ça fait partie de l'arsenal qui a été déployé à nouveau par la Banque Centrale Européenne ces derniers temps. On remet en place une facilité de prêt à très long terme pour les banques, ce qu'on appelle, l'acronyme est un peu barbare, mais TLTRO 3. On a déjà eu 2 rounds précédents d'opérations de ce type-là, avec un certain nombre de conditions. Grosso modo, on en est presque à payer les banques pour qu'elles viennent emprunter à la BCE, pour ensuite que ces mêmes banques commerciales distribuent du crédit en zone euro. Le guichet a été ouvert cette semaine, il y en aura d'autres. Il y a moins de 30 banques qui sont venues se servir pour à peine 3 milliards d'euros. Enfin, je veux dire, c'est une paille, c'est une goutte d'eau, comme s'il ne s'était rien passé. Et là aussi, vous avez une question quand même. Il y a quelques mois, l'urgence, c'était de remettre de la liquidité bancaire dans le système en zone euro. Il fallait absolument refaire des opérations de prêt à long terme. Le premier guichet qui s'ouvre, personne n'y va et personne ne sollicite cette opération. Alors il y a eu un problème technique, puisque la TLTRO 3, il fallait de plomberie. Voilà, c'est un autre problème, là, c'est de timing. Il fallait que les banques fassent leur soumission avant au 11 septembre, jusqu'au 11 septembre maximum, c'est-à-dire la veille du Conseil des gouverneurs qui était 12 septembre. Tout n'était pas réglé, et on l'a vu d'ailleurs lors du Conseil des gouverneurs, on a amélioré les conditions, notamment on les a fait passer de 2 à 3 ans. Donc il y a certaines banques qui se sont dit on va attendre parce qu'on aura sûrement sur les autres TLTRO qui vont venir, il ne faut pas oublier qu'il va y en avoir d'autres. Donc tous les trimestres, grosso modo. Oui, on en a jusqu'à 2021 de mémoire, donc on a du temps pour emprunter, et puis on est dans la situation inverse, c'est-à-dire que les banques sont gorgées de liquidités. Les banques allemandes, par exemple, possèdent dans leurs réserves 16 fois le minimum requis. Alors le minimum, le Reserve Requirement Ratio, le Minimum Reserve Requirement, c'est 1%. C'est-à-dire que quand vous déposez 100 € dans votre compte dans une banque française, la banque française doit déposer 1 € dans son compte à la Banque de France. Et donc les banques allemandes ont 16 fois le minimum, les banques françaises ont 20 fois. Donc il y a aussi les banques hollandaises qui sont dans le même cas. Ils sont gorgées de cash. Je veux dire. Donc c'est pas étonnant que ce premier guichet de prêt à long terme mis en place par la Banque Centrale Européenne, vous n'êtes pas très étonné finalement qu'il a été assez peu sollicité par les banques. Oui, il y en aura d'autres. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit, et c'est la limite de la politique des TLTRO, c'est qu'elle ne marche pas tant que ça. C'est le QE qui va vraiment, je dirais, remettre des liquidités, puisqu'avec le QE, on ne s'adresse pas aux mêmes acteurs. On s'adresse aux investisseurs institutionnels, pas qu'aux banques. Oui, bien sûr. Alors que les TLTRO, c'est que les banques. Pour finir, Philippe, l'autre événement qui a marqué la semaine, c'est quand même ce qui s'est joué autour du pétrole, et peut-être que ça n'est pas terminé. Le pétrole reste quand même au-delà des niveaux qu'il connaissait avant les attaques des infrastructures saoudiennes le week-end dernier. Alors je ne sais pas dans quelle mesure, encore une fois, vous êtes un spécialiste du marché des changes, des devises. C'est vrai qu'à part les cours du pétrole, on a eu le sentiment que ça avait eu assez peu d'impact. Qu'est-ce que vous retenez de cet événement? Enfin, lundi, c'était quand même l'événement du jour. Alors, tout de suite, la question qui peut se poser, est-ce que le rial saoudien va faiblir? Le rial saoudien, il est coté selon un PEG, c'est-à-dire c'est comme la Banque nationale suisse qui met un floor, mais il y a aussi un cap. C'est des deux côtés. On empêche donc le rial... Il est ancré sur le dollar. Voilà. Depuis le début des années 70, ça fait 40 ans, plus de 40 ans qu'il est ancré à 3,75. 1 dollar égale 3,75 rial saoudien. Alors ça s'explique, 90% des exportations, c'est de l'énergie, c'est du pétrole et du gaz saoudien. Donc autant ne pas avoir de risque de change, et donc c'est arrimé. Alors, donc la question, ça serait, est-ce que le rial va faiblir? Donc le rial, s'il faiblit, ça veut dire que la Banque centrale saoudienne, c'est SAMA, l'autorité monétaire, va vendre ses réserves en dollars pour acheter du rial pour le soutenir. Donc ses réserves vont diminuer, ça veut dire qu'elle va vendre des obligations américaines qu'elle détient, donc elle va faire monter les taux d'intérêt américains.
Mais ce qu'on voit, et après elle va vendre du dollar. Donc elle vendre des actifs en dollars, quoi, c'est ça. Et puis après elle va vendre carrément du dollar. Sauf que elle a quand même 500 milliards de réserves, c'est quand même assez important. Ça représente 27 mois d'importation de biens et services. Pour l'Arabie Saoudite. Voilà, ça va tenir. Hein. Je veux dire, pour l'instant, à court terme, ça peut tenir. Il n'y a pas de risque sur la devise saoudienne, vous dites aujourd'hui. Alors le seul gros risque, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une fragilité au niveau, je dirais, protection des installations. Si ça recommençait, parce que c'est quand même assez grave, 2 drones ont diminué la production temporairement de 50% de l'Arabie Saoudite, là, matériellement, ils n'ont pas encore eu le temps de mettre des protections contre les drones. Donc c'était censé être des zones déjà ultra sécurisées d'une certaine manière, hein, des infrastructures clés pour le fonctionnement pétrolier de l'Arabie Saoudite. Voilà. Enfin, toujours est-il que le dollar rial, on a vu une tension sur les cours à terme, on l'a vu sur le cours à terme, le dollar rial il ne bouge pas. Hein, donc pour l'instant, moi je dirais du point de vue du marché d'échange, j'essaye de voir l'impact sur le dollar américain, il n'y en a pas. Mais c'est ce qu'on retient de toute façon de cette semaine, on va y revenir très largement jusqu'à 18h avec nos invités, mais c'est quand même une semaine où les marchés financiers globaux dans leur ensemble ont été d'une résilience parfaitement stable au regard des événements denses et intenses qui sont survenus. On parle du choc pétrolier, les tensions monétaires aux États-Unis, la baisse de taux de la Fed. Les marchés sont restés de marbre face à tous ces événements qui ont été quand même très bien digérés. Merci beaucoup Philippe, merci d'avoir été avec nous cet après-midi en plateau. Philippe Yermy, trader et fondateur de traderchange.com.